On dit souvent que la parole est un attribut divin. Celui qui la maîtrise crée l'harmonie. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir celui-là même qui manie les mots sans faux fuir. Un maître de la parole. Consultant formateur, directeur général de Morley Consulting, Oscar du meilleur orateur de l'année 2024 et champion international des discours 2017 du district 94 Toastmaster. Je crois qu'il a tellement de titres que je ne pourrais tout citer. Bonjour Monsieur Morley, bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, Déborah, d'être à ton plateau et surtout de partager le peu que je suis avec le maximum de personnes par ton canal. Merci, c'était un plaisir partagé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On dit bienvenue, monsieur bienvenue, Morley, bienvenue. En dehors du coach qu'on connaît, en dehors de la caméra, qui est-il vraiment, Morley? Morley, c'est un homme, c'est un monsieur qui se bat dans la vie pour atteindre ses objectifs, pour réaliser ses rêves. C'est un homme qui aspire à impacter sa génération, la génération après, la génération avant. C'est un homme qui veut laisser une trace indélébile à ceux qui vont le succéder. Morley, c'est donc monsieur, tout le monde peut-être, mais en tout cas quelqu'un qui se bat avec ses propres démons pour pouvoir devenir une personne qui peut aussi apporter un peu de lumière aux autres. Je ne suis pas parfait, mais je reste qui je suis content de la personne que je suis, j'aime la personne que je suis devenue et je continue à peaufiner, à me polir. Du coup, derrière Morley Consulting, derrière l'homme, c'est aussi une personne comme tout le monde. Si nous étions voisins, quand je sortirais de chez moi, je te dirais bonjour Déborah, je prendrai ma route partie. Quand je sors, que je vois les dames qui vendent la Tiekobo, la route, je leur dis toujours bonjour madame, bonsoir madame. C'est un peu ça. Donc, on comprend que Morley est une personne très simple qui veut impacter la génération future et puis, bon, ceux qui sont déjà Oui, présents. ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, on ne peut pas vivre, on ne peut pas traverser le monde et puis après, au-delà de la progéniture qu'on a donnée, on, on est passé comme ça. Pour moi, quand on rencontre les gens, ne serait-ce qu'une seule fois, il faut pouvoir leur apporter quelque chose. Même même l'instant d'une période très courte, il faut pouvoir apporter quelque chose aux gens. Quand j'étais un peu plus jeune, les amis que j'avais disaient que je passais tout le temps à donner des conseils. Des conseils. Ah, donne des conseils. Pour moi, c'est important. Quand on a appris quelque chose, il faut transmettre. On peut ne pas être parfait, mais on a tous, autant que nous sommes, quelque chose à donner aux autres. Il faut qu'on en soit conscient. Et c'est quelque chose que je veux vraiment qu'un maximum de personnes puissent comprendre. Et peu importe ce qu'on sait faire, il y a des gens qui ne savent pas faire. Peu importe ce qu'on sait, il y a des gens qui ne le savent pas. Je n'ai pas dit de bavarder. Hein. Je n'ai pas dit aussi de partir crier sur tous les toits ce qu'on sait faire. Mais il faut pouvoir observer autour de nous, saisir la moindre occasion. Moi, j'habite quelque part. Quand j'ai regardé qu'ils ont 2 ou 3 enfants, j'ai un programme pour enfants, je tape à la porte. Bonjour voisine, est-ce que De Bonheur peut venir à un programme? Au moins une fois, j'ai permis à un enfant qui ne savait même pas ce que je faisais à côté de venir à un programme d'éloquence. C'est un peu ce que je vois dans cette intention-là. Il faut toujours, quand on rencontre des gens, il faut s'assurer, il faut se débrouiller pour que quand on se laisse, ils aient eu quelque chose. Toujours laisser une trace, toujours partager, c'est ce qu'on retient. Alors dites-moi, y a-t-il une valeur ou une phrase que vos parents ou un mentor qui vous a dit et qui vous suit jusqu'à présent? Les parents, oui. Les mentors, pas forcément. Je vois ici 3 éléments. D'accord. 3 éléments. De ma famille, de mes parents, je retiens comme ça que nul n'est obligé
on ne devrait rien attendre de personne. Parce que parfois, le père même ou la mère même qui vous a mis au monde dans le droit commun est obligé, mais dans le fondamental, la personne peut ne pas être obligée. Et donc, il faut pouvoir se rendre compte de cela et apprendre vraiment à être autonome très tôt, à savoir laver ses vêtements très tôt, à savoir faire le ménage très tôt, parce qu'on ne sait jamais Jamais. où l'on peut atterrir. Quand je prends d'un côté, hum, un côté, là j'ai évoqué les parents, je voulais évoquer trois éléments qui m'ont vraiment, que je garde en mémoire. Le deuxième élément, je pense que ce serait d'un personnage fictif D'accord. qui dit de ne jamais abandonner. De ne jamais abandonner. Donner. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Quand c'est difficile, je tente de me souvenir de ça et puis de continuer. Et je pense que j'avais un troisième élément à l'esprit que j'ai peut-être oublié, mais en tout cas, je garderai juste les deux là pour l'instant. Ne pas se reposer sur qui que ce soit, développer son autonomie et puis ne jamais abandonner. Pour moi, c'est un peu les deux éléments qui guident un peu ce que je fais au maximum. D'accord. Être autonome, franchement, c'est quelque chose qu'on doit développer tous, hein, parce que ça nous suit. On doit savoir être autonome. Alors, dites-nous, monsieur, pouvez-nous partager un souvenir marquant de votre jeunesse qui a influencé l'homme que vous êtes aujourd'hui? La jeunesse, c'est la partie de la vie où on doit être heureux. On ne doit pas se soucier de quoi que ce soit. On doit profiter parce que les parents sont là, ils pourvoient à nos besoins. Il n'en est pas le cas pour tout le monde. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on se retrouve pour des raisons pas toujours contrôlées, euh, esselées. Et moi, je me suis retrouvé pour des raisons assez complexes dans une autre famille. Et pour mon grand malheur, je n'y étais pas tout seul, j'étais avec mes frères et mes sœurs. Donc, imaginez toute une fratrie qui débarque ailleurs. On s'est retrouvé donc dans un environnement qui était différent du nôtre. Et en termes d'événements, je dirais que c'était un chapelet d'événements. Et là, il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Je deviens donc comme ça, dans une fratrie nouvelle, le père de mes propres petits frères. Et pour moi, ça a été quelque chose qui m'a marqué. On a eu la grâce de tomber sur un deuxième père qui, à mon sens, m'a tout donné à moi et à mes frères. Néanmoins, on n'est pas toujours dans un environnement contrôlé, donc on se retrouve face à la méchanceté de certaines personnes, C'est à ça. vous rappeler à chaque fois que vous n'êtes pas à votre place, à vous rappeler à chaque fois que vous n'êtes pas chez vous. Et quand on grandit dans ce type d'environnement-là, on a envie que d'une seule chose, c'est de se battre. Non seulement pour dire merci à la personne qui nous a tendu la main, mais surtout pour emmener ceux qui n'ont pas vraiment compris que on peut ne pas être à sa place et pourtant trouver sa voie. C'est des événements de ce type-là qui sont très, 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 très douloureux à expliquer, mais j'espère que les téléspectateurs vont comprendre, qui peuvent donc venir impacter une personne et puis l'emmener à ne jamais s'asseoir, ne jamais se reposer sur des lauriers quelconques, mais à se dire toujours qu'il y a quelque chose à faire. Parce que il y a, au même titre qu'on a été aidé, il y a aussi d'autres personnes à aider. D'accord. Et dites-moi, est-ce que ce souvenir revient parfois, souvent, quand vous traversez des moments difficiles? Est-ce que ça vous revient? J'ai la grâce d'oublier les choses difficiles. Je garde les choses qui Que sont intéressantes. positif. Néanmoins, quand on a ressenti des douleurs, on sait à quel point les douleurs restent mémorables. Et même si les Mhm. détails ne sont pas là, la sensation reste. Et pour des personnes comme moi qui se veulent toujours positives, on ne va pas focaliser sur les douleurs, mais on va plutôt regarder devant. On va chercher la lumière dans l'obscurité. On va chercher à
à balayer du revers de la main tout ce qui peut obscurcir un peu notre esprit, notre mindset. Parce que si vous voulez briller, il faut que cela vienne de l'intérieur. La lumière qu'on voit chez les gens, c'est pas les projecteurs qu'on met sur eux, mais c'est celle qui est à l'intérieur de ces personnes-là. Et je crois que même quand on a de la douleur, il faut qu'on prie, il faut qu'on s'éduque pour clarifier notre cœur, pour que de notre cœur il ne ressorte que de la lumière. C'est cette lumière-là que les autres vont voir, et c'est cette lumière-là qui va réjaillir, c'est cette lumière-là qui va attirer les autres. L'obscurité n'attire personne. Même pas. Donc, comprends qu'il faut toujours avoir le positif Être vibes. positif, c'est Ne vraiment plus ça. regarder en arrière parce que ça va toujours te tirer vers l'arrière. Tu vas pas vraiment avancer. Pour l'arrière, ce que je peux dire, c'est que il faut savoir d'où on vient. Ça, D'accord. c'est important. Et aussi, l'arrière peut nous emmener à comprendre une chose, c'est que on peut, en regardant dans le rétroviseur, savoir où on ne veut pas aller. On dit souvent, ou encore moi je dis souvent que même si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir où tu ne veux pas aller. Ok. C'est mieux comme ça. Tu prends des décisions plus facilement et tu te, tu réagis différemment. Et quand on prend même le système de décision, tu sais où tu ne veux pas aller. Tu es en mesure de dire oui, tu es en mesure de dire non, parce que tu sais où tu ne veux pas aller. Peut-être que tu ne sais pas où tu veux aller, mais tu sais où tu ne veux pas aller. C'est un peu le rôle du passé pour moi. Moi, en tout cas, je retiens une chose. Si tu ne sais pas où tu vas, au moins tu sais où tu ne veux pas aller. C'est bien noté. Alors, dites-moi, avant Morlaix Consulting, quels ont été votre premier pas dans la vie professionnelle? Professionnellement, je voulais devenir avocat. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire du droit. Après, j'étais très influençable. Donc, j'ai eu un ami qui était littéralement mon premier ami. Donc, je j'étais vraiment influencé par la majorité de ses choix. Il voulait faire médecine. Je dis, OK, allons faire médecine, mon frère. Sur la route de la médecine, on n'a pas pu faire médecine. Donc, je me suis retrouvé en train de faire les sciences de la nature. Et j'ai malheureusement, ou heureusement, pas pu travailler dans le domaine. J'ai donc commencé ma vie professionnelle en tant que bénévole. Oui, en tant que bénévole, j'ai d'abord donné pour rien. Ensuite, l'engagement y étant, le peu de qualité qu'on a pu construire à travers les études et puis aussi les valeurs propres qu'on avait, ont contribué à emmener les gens à nous faire un peu plus confiance. J'ai eu mon premier emploi dans le domaine donc la lutte contre le VIH/SIDA. J'ai d'abord commencé comme chargé de suivi et évaluation. Ensuite, j'ai fait des formations en gestion de projet. Donc, j'ai fait un peu de coordination. Et ça a été mes deux vraies expériences. Mais après ça, il y a eu quand même beaucoup de galères. Quand les conditions de travail n'étaient pas vraiment idylliques, je me suis retrouvé donc à vendre. J'ai vendu. Oui, j'ai vendu des maisons. J'ai vendu une maison une fois. Mais j'ai vendu des petites choses. Et professionnellement, je n'avais pas de barrière. Je touchais à tout. Je ne voulais pas voler. Je ne voulais pas tuer. Je ne voulais pas faire des choses qui n'allaient pas avec mes valeurs pour gagner ma vie. Et bien vrai que je sache demander de l'argent, je ne voulais pas être en train de demander de l'argent à qui que ce soit. Parce que oui, il faut savoir demander de l'argent. Je sais demander de l'argent, mais je ne voulais pas. Pour moi, il faut pouvoir gagner pour avoir sa dignité. Parce que quand on demande, on est dans une forme de redevabilité qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus parler aux gens. C'est ça. Parce qu'ils nous ont trop donné. On ne peut plus donc les regarder en face. Moi, je suis dans cette posture-là de vouloir, d'être en mesure de regarder tout le monde et de leur dire ce que je veux, ce que je pense. Du coup, je fais tout comme petit boulot, aller récupérer des chaussures à Bracody pour les vendre. J'ai essuyé dans le salon de coiffure d'une de mes sœurs où je faisais le ménage, je me donnais 2000 francs par semaine. Et je lui ai demandé, mais ta comptabilité n'est pas bonne, est-ce que je peux faire ta comptabilité? Et un jour, son mari me trouve là, il me demande, mais tu étais comptable? Je lui ai dit, non, j'ai géré